préoccupation de certains de nos compatriotes qui sont des cadres, des fonctionnaires de Aura Bank, qui se plaignaient des problèmes qui boudaient le fait que, comment on appelle, on veut leur prélever AMU, la fameuse AMU, assurance là, et ils voulaient faire une grève. Il y avait une grève qui est prévue pour le 31 fin d'année. Et donc, cette information que j'ai publiée, selon le retour que j'ai, a fait du bruit dans la boîte et a amené rapidement les responsables de la banque à échanger avec les syndicats pour trouver une solution parce qu'ils avaient peur que sur la question de la MU, si Aura Bank en venait à faire une grève sur cette question-là, ça va faire boule de neige dans d'autres secteurs. Donc, les syndicats ont eu tellement de pression parce que si Aura Bank fait une grève sur la question de la MU, d'autres secteurs vont faire la même grève et ça va aller dans tous les sens. Et donc, ils ont essayé rapidement de rentrer en dialogue avec les responsables des syndicats et selon ce qui m'est revenu, bon, ils sont en train de chercher, de trouver une solution pour que la grève n'ait pas lieu. Et donc, c'est pour vous dire que et comme j'ai eu le temps toujours de le dire, si vous vous organisez pour revendiquer de façon sérieuse vos droits, vous aurez gain de cause. Donc, si vous restez dans votre petit coin en pleurant, en disant « ouais, qu'est-ce qu'on va faire devenir AMU, on nous prend de l'argent, on ne nous dit rien », vous n'aurez aucun résultat. Vous n'aurez aucun résultat. De toutes les façons, tous ceux qui sont victimes de l'AMU sont nombreux. Donc, il faut interpeller vos syndicats. Si les responsables syndicaux ne jouent pas leur rôle, faites des assemblées générales, dégagez-les, mettez-les de nouveaux syndicalistes qui vont faire votre travail. Et donc, voilà ce que je voulais ajouter. Je vais parler, le gros dossier que j'ai prévu aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur une figure emblématique de l'indépendance du Togo, puisque nous sommes dans la période qui va déboucher sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et je voudrais parler d'un compatriote de vénérée mémoire qui est décédé et dont justice n'a jamais été rendue à sa famille. On ne sait pas où est-ce que son corps a été enterré, quelqu'un qui a été arrêté, torturé par Eyadema, il est mort en cellule. Après, on ne sait pas jusqu'à ce jour où est-ce qu'il a été enterré et sa famille n'a jamais réussi à faire le deuil. Quand j'ai écouté la dernière fois Madame Awanana qui est sortie pour dire ouais voilà on veut ramener la dépouille de Sylvanus Olympio, après on a distribué 3 milliards en 2024 pour dédommager les populations qui sont victimes. Je voudrais juste lui rappeler que dans les conclusions de la CVJR, il a été dit que la CVJR devait faire tout pour que le nécropole ou le lieu où M. Laurent Djagba, c'est de lui qu'il s'agit, a été enterré après avoir été assassiné, soit retrouvé pour que les familles puissent au moins faire le deuil. Mais depuis que les travaux de la CVJR sont finis, on a le sentiment que Mme Awanana elle est devenue un guichet automatique, elle distribue de l'argent, c'est beaucoup plus ça qui les intéresse que véritablement d'aller au fond des sujets pour régler les problèmes de fond. Alors, c'est qui Laurent Djagba? Laurent Djagba, ça fait 54 ans qu'il a été tué. Il a été tué, si mes souvenirs sont bons, il a été tué le 1er janvier 1971. Il partageait la même cellule avec le docteur Atidépé qui a été tué à Soudoudou dans l'attentat qui a touché le convoi de Jikis Olympio en 92, je pense, le 5 mai. Donc, Laurent Djagba est un nationaliste de première heure qui a milité dans les savanes aux côtés de pas mal d'autres, je ne sais pas comment ils appelaient ça, pas mal d'autres compatriotes à l'époque, comme les Nagbo, Barnabo, tout ça, tous ces gens-là étaient des nationalistes au départ. Et il était dans le culte et très engagé. Et en 1958, il était candidat, c'était un greffier. Et en 1958, il était candidat, il a été brillamment élu député, le plus jeune député, je pense, à l'époque. Et naturellement, à l'Assemblée, il est devenu questeur.
questeur de l'Assemblée. Et donc, c'était une grande figure de notre pays. Et en 63, lorsque Sylvanus a été tué, en 1963, il a été arrêté. Il a été arrêté, je pense qu'il a passé 8 mois en prison. Ça a été sa première arrestation, 8 mois en prison. Et après, il a été arrêté, il a été relâché. Mais c'est des gens qui n'ont pas supporté l'assassinat de leur leader, Sylvanus Olympio, et qui se battaient pour faire tout pour reprendre le pouvoir. Et en 66, le 21 novembre 66, il y a eu des manifestations à Lomé pour demander la démission de Nicolas Grunitzky. En fait, ce sont des gens qui étaient manipulés dès le départ par Eyadema, qui a pris rapidement du galon. Quand ils ont fini d'assassiner Sylvanus Olympio, Eyadema a été intégré dans l'armée togolaise, parce qu'au départ, Eyadema n'était pas dans l'armée togolaise. Il n'était pas dans l'armée togolaise. Les Dadjo, tout ça, oui, eux, ils étaient dans l'armée togolaise. Mais Eyadema n'était pas dans l'armée togolaise. C'était des démobilisés de la guerre d'Algérie qui demandaient à rentrer dans l'armée. Et le président disait, écoutez, on ne peut pas vous intégrer dans l'armée pour 2 raisons. La première raison, le Togo n'avait pas suffisamment de moyens. Et la deuxième raison, vous êtes partis combattre les nationalistes en Algérie, en Indochine, pour le compte de la France. Et nous, on combattait contre les Français ici et on vient d'avoir l'indépendance. Vous ne pouvez pas venir dire il faut qu'on vous intègre dans l'armée. Donc, cette demi-sorte-là, ils se sont organisés avec leurs amis béninois du Bénin pour organiser ce coup d'État qui a abouti, même pas un coup d'État, c'était un crime crapuleux qui a abouti à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et dès que Sylvanus Olympio a été assassiné, Eyadema a été intégré dans l'armée, plus les autres de ses amis, ses collègues qui n'étaient pas dans l'armée togolaise. Donc, ils ont été intégrés dans l'armée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que ce n'était pas un coup d'État. Ce n'était pas un coup d'État parce que ceux qui ont organisé l'assassinat du président n'étaient pas des militaires de l'armée togolaise. C'est des demi-soldes qui sont rentrés et qui voulaient intégrer l'armée et le président disait non. Donc, ils ont assassiné le président et il est resté au camp héritier là-bas. On en parlera plus tard. Et rapidement, il est monté en grade, rapidement, colonel, lieutenant-colonel, chef d'état-major. Et depuis, il manipulait en fait certaines personnes pour fragiliser aussi le régime de Grunitzky. En fait, il y avait ça pour fragiliser le régime de Grunitzky. Et certains nationalistes, je ne dis pas tous, certains nationalistes, c'est un point de l'histoire que les gens n'aiment pas trop qu'on aborde pour un certain nombre de raisons. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop qu'on aborde ce point de l'histoire, mais il faut savoir que l'arrivée au pouvoir d'Eyadema le 14 avril 1967, Eyadema n'est pas venu au pouvoir le 13 janvier 1967, mais non, le 14 avril 1967, à la suite des événements qui ont abouti à la démission de Grunitzky, certains nationalistes je ne dirais pas qu'ils ont dealé, mais ils ont été d'une intelligence avec Eyadema. Je parle de certains reliquats du culte qui pensaient que comme Eyadema c'est quelqu'un qui n'a pas fait de très grandes études, si on arrive, s'il les aidait à pousser Grunitzky dehors, Grunitzky qui était un pire ennemi des nationalistes, beau-frère bien gendre de Sylvanus, mais pire ennemi, ils n'ont pas supporté que Sylvanus soit tué, que ce soit son beau et qu'il vienne prendre le pouvoir. Donc, ils faisaient tout pour reprendre le pouvoir. Donc, Eyadema était de connivence avec ces gens-là. Et ces gens-là pensaient que, bon, en aidant Eyadema à prendre le pouvoir, comme Eyadema c'est un analphabète, excusez-moi les termes, ils vont rapidement se débarrasser de lui pour reprendre le pouvoir. Et donc, les événements du 21 novembre 1966 qui ont abouti, il y a eu 12 événements avant ça qui ont abouti à la démission de Grunitzky. Laurent Gbagbo a été arrêté une deuxième fois, devant Nagbo Barnabo qui est passé le saluer, a été arrêté et gardé quelques mois encore en prison jusqu'à ce que Eyadema ne prenne le pouvoir le 14 avril 1967. Et après, dans les années, je pense que c'est les années 70, je ne sais pas quelle année, ouais, les années 70, il a été arrêté de nouveau avec Ernest Gassou, qui est un de ses compagnons de lutte.
Et ils ont fait la même prison avec OCI, le commissaire divisionnaire OCI, qui est le frère de Dagadi, Madame Dagadi, qui a été plus tard la femme de Eyadema, et donc la mère de Menyassimbe. Donc, vous voyez les liens. Et donc, le commissaire de OCI aussi qui a été tué. Et donc, Eyadema a inventé une histoire de coup d'État pour éliminer les gens. Et donc, Laurent Gbagba s'est échappé par le Ghana. Donc, il est rentré au Ghana. Il espérait aller en Guinée, chez Sékou Touré, pour se réfugier là-bas. Et il devait prendre, je pense, un bateau au port de Tema. Ils n'ont pas pu prendre le bateau. Et il était en train de chercher sa voie. Et ils se sont retrouvés à Takoradi, où il a été arrêté et ramené à Lomé en hélicoptère. Et donc, quand il a été ramené à Lomé, il a été torturé. Il est resté en cellule avec ATDP et tout ça. Il a été torturé à sang et tout ça. Et dans la nuit du 31 décembre 1970 au 1er janvier 1971, il est mort. Il est mort dans des conditions qui n'ont pas été éclairées jusqu'à ce jour. Mais avant ça, Eyadema l'avait fait humilier publiquement en le promenant tout nu dans les grandes villes au Togo, en le présentant comme un grand traître de la République, en le faisant faire des actes assez ignobles dans les grandes villes, histoire de l'humilier et tout ça. Et donc, il est mort en cellule. Et personne ne sait où est-ce qu'il a été enterré jusqu'à ce jour. Personne n'a jamais retrouvé son corps. Et en mourant, déjà à l'époque, il est mort à 45 ans, il avait laissé derrière lui 3 veuves, 3 femmes qui étaient veuves, 3 femmes, et 17 enfants. 17 enfants, dont la plus connue, c'est Foussena Diagba, qui est décédée il y a 2 ans ou 1 an et demi au Ghana, qui était aussi très engagée dans la lutte. Foussena, elle était jumelle, elle était avec sa sœur, je pense, Asana, qui est aussi décédée. Et de ces 3 femmes-là, je ne sais pas si elles ont été écoutées à la CVJR. En tout cas, il y a une principalement qui est encore vivante, qui doit avoir 93 ans, qui n'a pas été écoutée à la CVJR. Et aujourd'hui, ça fait 54 ans que Laurent Gbagba est décédé, a été tué et son corps a disparu. Vous voyez, même Lumumba, les Belges ont tué Lumumba, mais après ils ont dit ce qu'ils ont fait avec son corps. 50 ans après ou 60 ans après, au moins les Belges ont dit ce qu'ils ont fait avec son corps. Est-ce que Laurent Gbagba a été mis dans un truc d'acide? Est-ce qu'il a été enterré quelque part? Est-ce que la famille ne sait pas à ce jour où se trouve le sépulcre de leur fils? Où se trouve le sépulcre de leur fils? Et donc, on ne peut pas venir nous dire, comme Awanana est en train de le faire, que la CVJR ou bien H. est en train de faire des merveilles, pendant qu'ils ont été incapables, sur le cas par exemple de Laurent Gbagba, de dire exactement où est-ce que son corps se trouve, où est-ce que la famille peut retrouver son corps pour faire le deuil. Il y a David Bruce qui a disparu à Lomé, il était un proche de Kodjo, il a disparu, personne ne sait où est-ce que son corps se trouve jusqu'à ce jour. Il y a d'autres personnes qui ont disparu, personne ne sait où se trouve leur corps. Et donc, la CVJR ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, ah oui, on est en train de faire ci, de faire ça, qu'on est en train... Non. Si on a mis autant d'argent dans la CVJR, c'est pour faire la lumière sur cette partie sombre de notre histoire et donc de faire la lumière totale sur cette partie sombre de notre histoire. Et donc, normalement, la famille de Gbagba, qui a connu de grandes figures. Laurent a laissé des enfants qui ont été très brillants. Il y a Henri Gbagba qui était dans le football. Il y a un médecin Gbagba. Il y a un journaliste qui est décédé Gbagba. Tout ça, ce sont ses enfants. Et donc, on devrait situer la famille sur le lieu où ce monsieur qui a exercé des fonctions, questeur de l'Assemblée nationale à l'époque, ce n'était pas une simple fonction, a été enterré. Où est-ce qu'il a été jeté? S'il a été jeté au crocodile, s'il a été jeté, je ne sais pas quoi, dans les fosses aux lions, si on a brûlé son corps quelque part, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Donc, pour moi, je parle de cette figure parce que là, ça fait 54 ans qu'il est mort. Il est mort je ne sais pas, en 71, on est presque 54 ans, donc il est mort. Et que certains de ses enfants qui avaient 9 mois, 8 mois, n'ont jamais connu le visage de leur papa que dans les journaux.
Ils l'ont jamais connu. Ils n'ont jamais connu. Donc, ce n'est pas en allant distribuer à Takpamé 200 000, 300 000, 400 000 aux gens que vous réglez ces genres de problèmes qui sont des problèmes mémoriels. Ce n'est pas en allant distribuer de l'argent cash aux gens que les gens vont prendre pour aller boire du tukutu, du sourabi dans un petit coin que le H-Kroun va régler le problème, les vrais problèmes de réconciliation. La réconciliation signifie que des gens qui ont perdu des êtres chers, on doit leur dire où est-ce que ces gens, les gens qui ont disparu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a par exemple le commandant Komla qui a été tué dans sa cellule par un groupe de 3 commandos que Eyadema avait fait envoyer pour le tuer parce que Komla était un très grand karatéka, il était un Syrien très brillant que Eyadema a liquidé. Hein? Et des 3 personnes qui ont tué le commandant Komla, il y en a un qui vit encore aujourd'hui. Ils sont allés tuer le commandant Komla. Ils l'ont tapé, ils l'ont frappé dans sa cellule jusqu'à ce que mort s'en suive. Après, ils l'ont mis dans un cercueil. Ils ont obligé la famille à aller l'enterrer, sans même voir le corps. De ceux qui ont commis cet acte-là, il y en a un qui est aujourd'hui vivant, qui est chef dans un village au nord. Et donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça, et pendant que les familles sont en train de... n'ont pas encore fait le deuil de leurs enfants, pendant que les familles continuent de pleurer la disparition de leurs enfants, et venir devant les caméras pour dire on a dépensé 3 milliards pour soulager les familles qui ont été victimes, et donc, voilà ce qui s'est passé. Non. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été liquidés. Il y a beaucoup de gens qui ont été liquidés. Vous savez que quand Eyadema prenait le pouvoir en 67, Eyadema prenait le pouvoir, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé à l'époque, la plupart des cadres de cet embryon de l'armée qu'il y avait au Togo, c'était des gens qui étaient de la région méridionale. Vous avez les frères Merlot, les Assila, vous avez les Congo, vous avez les Komlan, vous avez les Bandera, et vous avez les Sanvi, et tous ces gens-là, beaucoup ont fait Saint-Cyr. Beaucoup ont fait Saint-Cyr, et donc, ils étaient les premiers cadres de l'armée qui sont des officiers qui ont fait de très bonnes formations. Et la première des choses qu'il y a eu à faire, c'est de les liquider un à un et de faire monter des gens qui étaient proches à lui en les faisant former rapidement, comment appelle-t-on, à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Parce que le premier, l'un des officiers qui a fait Saint-Cyr, qui est de la région de Kara, je pense qu'il a fait Saint-Cyr premièrement, je pense que ça doit être le général Walla. Le général Walla, qui était le premier à ouvrir la voie de Saint-Cyr, je pense qu'il est parti en 67 ou 68, qui a fait Saint-Cyr. Et donc, il y a des pans entiers de l'histoire du Togo qu'on a besoin de décortiquer et on a besoin de demander des comptes aux gens, même si ceux qui ont commis ces actes-là ne sont plus vivants aujourd'hui, pour la manifestation de la vérité, pour que les familles puissent faire le deuil de leurs enfants qui sont décédés. On a besoin de savoir qui a fait quoi à tel moment donné. À tel moment donné. Donc, le cas Laurent Gbagba est un cas emblématique de ces disparus de la République dont on n'a jamais réussi à élucider les circonstances de sa mort. Qui sont ceux qui l'ont battu en cellule jusqu'à ce que mort s'en suive? Où est-ce qu'il a été enterré? Et est-ce que la famille fera le deuil un jour? Donc, il faut qu'on arrête avec le simulacre de réconciliation, le simulacre de H-Kroun qui engloutit de l'argent dans des conneries. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens dont les parents ont été injustement arrêtés, privés. Après, ils sont morts, on les a licenciés. On les a licenciés. Il y a plein de gens qui ils ont été privés. Les parents n'avaient même plus quoi les nourrir, soit par la délation, par des faux complots. On a liquidé des gens. Donc, vous ne pouvez pas passer, je ne sais pas, un pagne là-dessus et puis venir dire que non, que bon, on partage de l'argent aux gens. La réconciliation ne se fait pas par le partage de l'argent. Il faut arrêter ce cinéma-là. Il faut arrêter ce cinéma. Il faut aller au fond des choses.
Et comme, bon, il n'y a pas d'archives au Togo, c'est pas comme dans les pays organisés. Si vous cherchez les archives de la Première Guerre mondiale aujourd'hui, vous allez les trouver. Si vous cherchez les archives de la Deuxième Guerre mondiale, même de la guerre entre la France et l'Angleterre, vous allez trouver. Mais au Togo, il n'y a pas d'archives. Donc, il n'y a pas d'archives, donc on a bien effacé les traces de certaines choses. On ne sait pas où est-ce que les gens ont été enterrés. Et donc, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental qu'on arrête ce cinéma-là. J'ai pas l'habitude de parler d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis l'un des rares, je peux, en toute humilité, mais je peux le dire, moi, j'ai eu assez aux documents déclassifiés sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je sais ce qui s'est passé. En partie. Déjà, quand j'étais au Togo, j'avais consulté beaucoup de grandes personnes, des gens âgés, tout ça, je sais ce qui s'est passé. Mais j'ai eu encore plus d'éléments quand j'ai lu les archives qui ont été déclassifiées il n'y a pas très longtemps. On sait ce qui s'est passé. On sait les complicités qu'il y a eu, les problèmes qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, heure par heure, minute par minute. Comment les choses se sont passées. Voilà. Donc, il faut arrêter la comédie. Il faut arrêter la comédie. La réconciliation ne va pas se faire à coup de billets de banque. On distribue l'argent aux gens et puis les gens se taisent. Non, ça n'a jamais été le cas. Donc, la famille de Laurent Gbagba, excusez-moi de revenir sur ce cas, avec les 17 enfants qu'il a laissés, bon, il y en a qui sont décédés, les 3 veuves qu'il a laissées, il y en a aussi qui sont décédés, ont envie de savoir ce qu'est devenu le corps de leur fils. Vous l'avez tué, d'accord, mais vous l'avez enterré où? Vous l'avez enterré où? Vous l'avez enterré où? Vous l'avez tué, d'accord, mais vous l'avez enterré où? Vous l'avez enterré où? Donc si Faure Gnassingbé est véritablement décidé à faire la lumière sur les actes qui ont été posés au temps de son père, ça doit aller comme normalement. Donc, il ne faut pas que les Awanana se rendent complices des manœuvres dilatoires et viennent nous raconter des histoires que, ouais, ils sont en train de réfléchir pour ramener la dépouille de Sylvanus Olympio au Togo. Vous avez déjà fini de faire la lumière sur l'assassinat de Sylvanus Olympio avant de ramener son corps? Vous avez fini de faire la lumière sur l'assassinat de Sylvanus Olympio avant de ramener son corps? Oui, quelqu'un parlait d'Atuti Agbobé. Exactement. Atuti Agbobé, c'est un autre cas. Vous avez fini de faire la lumière sur l'assassinat de Sylvanus Olympio avant de ramener son corps? C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Donc, voilà. Laurent Gbagba, voilà, c'était un nationaliste de la première heure qui a été tué pour son engagement politique. Parce que les faux complots, il y a des gens qui en avaient organisé un plein. Hein. Il ne faut pas croire que... non, il y avait eu tellement de choses pour éliminer les gens. Pour éliminer les gens. Pour éliminer les gens. Après il allait chercher les femmes dans les familles des gens qu'il a éliminés. Hein. Le cas le plus emblématique, c'est Madame Dagadi, dont le frère était le commissaire au CI. Donc, il y a aussi un autre cas, Gaston Nyehou. Vous connaissez l'histoire de Gaston Nyehou. Donc, c'est pas des choses qu'il faut aborder avec... c'est avec une gravité qu'il faut aborder ce genre de questions. Et demander des comptes. Et demander des comptes. Donc, le Togo a été, depuis 1963, un torrent. Les gens ont été tués, les gens ont été liquidés pour le pouvoir. Et ça continue. Et ça continue. Donc, c'est des familles, et des familles, des dizaines de familles sur l'ensemble du territoire qui ont été liquidées. Le soldat Bokoboso, qui soi-disant a tiré sur Yadema et que Yadema est sorti indemne, il est devenu quoi? Voilà les réalités. Voilà les réalités. Donc, voilà. Donc, il faut que nous comprenions d'où on vient et où est-ce qu'on va et pourquoi on dit à un moment donné, il faut arrêter.
C'est un régime qui est né du sang, qui s'est bâti sur le sang et qui a continué par vivre sur le sang. Depuis 63. Depuis 63. Les Kofi Congo, comment appelle-t-on, les Komlan, ça a commencé par ces gens-là. Après, il y a eu d'autres personnes. Beaucoup de gens qui ont été liquidés. Les ADUI, je ne sais pas. Mais il y en a plein d'autres. Eux qui étaient les collaborateurs des Yadema. Les Shango, on ne sait pas comment ça s'est passé. Tous ces gens-là, les premiers collaborateurs des Yadema aussi, s'est débarrassé d'eux. Donc, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Donc, on ne peut pas noyer ça. On ne peut pas noyer ça dans un soi-disant, comment vous appelez ça, réconciliation, je ne sais pas quoi, Ashikroun, on distribue chaque année des milliards aux familles. Les gens vont prendre pour aller manger des brochettes au bord de la route. Et puis on dit, bon, c'est ton père qu'on a tué là. Djombo Boukari, voilà. Ton père qu'on a tué en 1972. On te donne 200 000 francs pour aller manger brochette avec. Ça n'a aucun sens. Ou pour aller boire de la bière. C'est ça qu'on vous donne. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Les gens ont besoin de savoir ce que leurs parents sont devenus, leurs fils sont devenus. Et s'il y a une amende honorable que le régime doit faire, de faire cette amende honorable-là. C'est notre histoire qu'on doit lire de façon dépassionnée. De façon dépassionnée. Pour montrer comment est-ce que le régime qui a dirigé le Togo pendant 60 ans, sur quoi il était bâti. Et quels sont les fils qui ont été liquidés pour asseoir ce régime-là. Que ce soit à l'intérieur du régime ou à l'extérieur du régime, puisqu'on a liquidé même les gens à l'intérieur du régime. Ceux qui étaient naïfs, qui ont accompagné le régime, qui ont été liquidés, et ceux qui étaient dehors, qui ont combattu le régime, qui ont été liquidés. Donc, c'est une très longue histoire. C'est une très, très, très longue histoire. C'est un tableau assez sombre de notre pays. C'est un tableau assez sombre de notre pays qu'il faut lire avec beaucoup de courage et de responsabilité, en situant les faits dans leur contexte. Qui a fait quoi? À qui et pourquoi? Après, il faut prendre 2005, depuis que Faure Gnassingbé est arrivé, des gens qui ont été tués, des corps qui ont disparu. Où est-ce que les gens ont été enterrés? Il y a tellement des pistes d'information que les gens ne savent pas. Mais il y a des gens qui ont participé à des choses, qui font des confidences. Où est-ce que des gens ont été enterrés? Parce qu'un régime de ce genre, à un moment donné, tous ceux qui ont servi le régime ne se retrouvent pas sur la même table. Donc finalement, les gens, les déçus du régime, les gens vont commencer par sortir des secrets. Ici, on a enterré des gens. Ici, on a fait ci. Ici, on a fait ça. Ici, on a fait ci. Ici, on a fait ça. Donc, il y a un travail de mémoire à faire. Donc, voilà, moi je voulais, aujourd'hui le live ne serait pas trop long, je voulais terminer le live d'aujourd'hui avec le cas de Laurent Gbagba, qui malheureusement